Partie 1. Notions élémentaires. Point A. Les définitions du droit. Le mot droit est quelque chose de très difficile à définir. En réalité, le droit est omniprésent de notre conception à notre mort. Il est omniprésent car il règle tous les aspects de la vie sociale. Couple, relations d'État à État, circulation des biens et personnes, etc. Il se fait également écho et traduction des évolutions sociales. Avortement, euthanasie, peine de mort, etc. Le droit provient du latin directum, qui renvoie à l'application des principes de droit et plus tard à l'ensemble des lois. Juridique, quant à lui, provient de ius et dicere, et désigne ce qui est relatif au droit. Le droit étant une notion polysémique, 4 acceptations différentes sont proposées. Tout d'abord, le droit comme discipline intellectuelle, qui désigne la science qui assure la connaissance du droit. Après ça, le droit naturel qui désigne un ensemble de valeurs et de principes non écrits, mais présents dans la nature des choses ou de l'homme. Liberté d'expression, rendre une chose empruntée, etc. C'est en soi le droit tel qu'il devrait être. Troisième acceptation, le droit objectif, qui renvoie à l'ensemble des règles juridiques applicables dans un ordre juridique donné. C'est un ensemble de règles de conduite pour ordonner les comportements sociaux. Autem distinguendum. Ici, nous avons les règles juridiques et l'ordre juridique. Tout d'abord, les règles juridiques. Elles prescrivent sous peine de sanction un comportement au destinataire. Elles obligent, permettent et interdisent certaines choses. Si on n'applique pas les règles, alors on s'expose à être sanctionné. Notez bien, toute règle n'est pas une règle de droit. Par exemple, orthographe et bienséance différents des lois belges. Et toute règle de droit n'est pas forcément étatique. Par exemple, les règles de l'Église catholique et droit canon ou règles de la FIFA, etc., différents du droit belge. Seules les règles de droit étatique peuvent être sanctionnées avec contrainte. Donc la contrainte physique légitime est monopole du droit étatique. Après les règles juridiques, l'ordre juridique. L'ordre juridique, c'est une considération du droit dans son ensemble, et l'ensemble des règles juridiques propres à un groupement humain. Il existe autant d'ordres juridiques que de groupes socialement organisés. Les ordres juridiques étatiques prennent la place centrale en raison de leur importance et de leur sophistication. L'État n'a pas le monopole du droit. L'Église catholique possède, elle aussi, un ordre juridique. La différence essentielle réside dans le caractère coercif et le monopole de la violence physique légitime qui sont du ressort de la règle de droit étatique. Et enfin, après le droit objectif, quatrième acceptation, le droit subjectif. Il permet à un sujet de droit de faire, d'exiger ou d'interdire quelque chose. Il peut donc se définir comme la faculté d'un tiers, à savoir le titulaire passif ou débiteur, de faire une prestation ou de s'abstenir de manière déterminée par une règle de droit objectif. C'est à la condition que le titulaire actif, le créancier, ait un intérêt direct et légitime au respect de la règle en cause, et que le sujet passif ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation discrétionnaire, tenu de donner satisfaction au titulaire actif. Tout droit subjectif puise son fondement dans une règle de droit objectif. Mais l'inverse n'est pas vrai. Toute règle d'un droit objectif n'entraîne pas automatiquement un droit subjectif pour une personne. Et enfin, si droit subjectif il y a protection juridictionnelle. Le sujet de droit peut s'adresser à un juge en cas de litige. Par exemple, le droit à l'avortement est un droit subjectif. La personne a la faculté de pouvoir avorter. Point B. Les fonctions du droit. Les fonctions du droit étatique peuvent varier d'après la vision consensuelle ou conflictuelle de la société. Tout d'abord, la société consensuelle. Elle prend en compte le fait que la société est basée sur un consensus de valeurs parmi ses membres et l'État cherche à protéger l'intérêt général. Maintien de l'ordre social en évitant la violence, normaliser les conduites selon un modèle, sécuriser les rapports humains et garantir la liberté individuelle, ainsi qu'assurer l'égalité. Après la société consensuelle, la société conflictuelle. La société conflictuelle, c'est une perspective qui voit la société comme composée de groupes en concurrence, en conflit, sur leurs intérêts et leurs valeurs. Lutte de pouvoir entre différentes classes, sous-classes de la société. Les plus puissants vont reconnaître officiellement leurs valeurs et la défense de leurs intérêts par le biais de l'État. Le droit est un outil puissant pour maintenir la domination et les rapports de force. La société, en réalité, est à concevoir comme pluraliste.
le droit a un rôle plus nuancé. Il a pour fonction de protéger les intérêts communs et de concilier les intérêts divergents. Après ça, le point C, le droit, les valeurs, la justice et l'équité. Là où les valeurs renvoient à la sphère privée, le droit se concentre sur la sphère publique et s'intéresse aux relations sociales. Le droit consacre cependant certaines valeurs morales. Bonne foi, bonnes mœurs, loyauté, etc. Le droit consacre prioritairement les valeurs qui sont partagées dans la société à une époque donnée. Les valeurs étant changeantes, des règles de droit nouvelles sont à adopter ou une modification des lois anciennes sont à prévoir par le législateur afin de suivre l'évolution de la société. Il est à noter que tout destinataire de la règle juridique, qu'il partage ou non la valeur consacrée, doit respecter la règle de droit. Après ça, la valeur justice est traditionnellement rattachée au droit, symbolique de la balance, pour sa notion d'attribuer à chacun ce qui lui revient. On distingue la justice du droit par la notion d'équité, pour ne pas appliquer une règle juridique qui semble injuste ou trop sévère, vol de nourriture pour nourrir son enfant par exemple. L'équité, c'est donc la prise en compte de l'exigence de justice au cas par cas. Par exemple, les assureurs veulent faire des calculs coûts-bénéfices, et contrairement à un préjugé tenace, les hommes font plus d'accidents que les femmes. Peut-on faire une distinction entre les hommes et les femmes pour les primes d'assurance, ou est-ce qu'on parle ici de discrimination ? Et enfin, en cas de litige, le juge doit se fonder sur les règles de droit en vigueur et non sur des valeurs personnelles. Il doit statuer en droit et non en équité. Il applique donc le syllogisme juridique. Majeur est égal à règle de droit applicable au cas d'espèce, mineur est égal à fait établi en l'espèce, et conclusion égale décision prise en fonction du droit uniquement. Le juge pourrait tenir compte de l'équité uniquement lorsque le droit positif l'y invite. Défiance mentale et testament par exemple. Point D. Les règles de droit. Droit objectif. Le droit objectif se manifeste concrètement dans des règles de droit. Ces règles prescrivent en obligeant, interdisant ou autorisant certaines choses. Le droit est normatif, il prescrit un comportement donné. Parlons tout d'abord de la typologie des règles et de leurs destinataires. On a les règles primaires et les règles secondaires. Prenons d'abord les règles primaires. Elles régissent les comportements de leurs destinataires et mettent l'accent sur ce comportement qui est exigé. Leur degré de précision reste assez variable. Par exemple, interdiction de fumer en lieu public, déclaration de notre enfant à l'état civil, etc. Il existe 3 types de destinataires des règles primaires. Premièrement, il y a le destinataire primaire, direct, qui doit suivre la prescription sous peine de sanction. Deuxièmement, il y a le destinataire secondaire, indirect, qui est le bénéficiaire du respect de la prescription par le destinataire primaire. La règle de droit est donc source de droit pour le secondaire. Si le direct ne respecte pas la règle primaire, l'indirect peut exercer un recours contre lui. Et troisièmement, le destinataire tertiaire, qui est la personne qui a pour fonction de faire respecter la règle de droit. Et après ces règles primaires, d'un autre côté, nous avons les règles secondaires, qui déterminent les conditions et procédures pour créer, reconnaître, appliquer, modifier et supprimer les règles primaires. Elles sont donc la condition pour créer, reconnaître, etc. une règle primaire. Ces règles mettent l'accent sur l'organisation et concernent principalement les institutions juridiques. Pour les règles secondaires, il n'y a pas d'intérêt à distinguer les différents destinataires, car le destinataire secondaire sera toujours le groupe social dans son ensemble. L'articulation entre les 2 types de règles fait de l'ordre juridique un système autorégulé et autoréférentiel, ce qui n'empêche pas que le droit reste influencé par son environnement. Après cette typologie, passons au caractère de la règle de droit. Il y a le caractère obligatoire, le caractère général et abstrait, le caractère coercitif et le caractère général et abstrait. Tout d'abord, caractère obligatoire. Afin d'assurer un cadre pour les relations sociales, les règles édictées par l'État sont obligatoires. Mais ce caractère est susceptible de degré par la distinction entre règles impératives et supplétives. Tout d'abord la règle impérative, qui est de facto une intervention autoritaire, car elle énonce un ordre positif, vous devez,
ou négatif, vous ne pouvez, qui ne laisse pas le choix au destinataire. Il n'y a donc aucun moyen de s'écarter de l'application de la règle. Il faut néanmoins encore distinguer dans les règles impératives les règles d'ordre public et les règles impératives au sens strict. Les règles d'ordre public sont des règles protégeant l'intérêt général, l'intérêt public ou les bonnes mœurs, et les règles impératives servent à la protection des intérêts privés, en général d'une catégorie de personnes présentant une vulnérabilité. Confèrent nullité absolue pour ordre public et relative pour impératif strict. Après la règle impérative, la règle supplétive. La règle supplétive ne s'applique qu'à défaut de volonté contraire des destinataires de la règle. Elle a donc un caractère subsidiaire. On peut décider de faire autrement si les deux parties trouvent un accord. Si les deux parties ne trouvent pas d'accord, alors on applique la règle supplétive. La règle supplétive permet d'éviter un vide juridique. A contrario, il ne s'agit pas d'un simple conseil. Si on ne déroge pas à la règle supplétive, elle oblige de la même manière qu'une règle impérative. Il y a donc une volonté de donner de l'autonomie à la volonté des sujets de droit, mais aussi d'éviter le vide juridique, en limitant les incertitudes lorsque ces sujets n'ont pas exprimé une volonté particulière. Passons maintenant par une définition de nullité absolue et de nullité relative. La nullité absolue, c'est le caractère fondamental. Ici, le sujet ne peut pas accepter la sanction. Cela est du ressort de la justice car on parle ici de bonnes mœurs. Et pour nullité relative, c'est le caractère privé. Ici, le sujet, par exemple le locataire, pourrait accepter la sanction. Comment différencier la règle impérative de la supplétive ? Eh bien, on peut établir la distinction grâce à 3 critères. Premier critère, la forme avec le langage utilisé. Par exemple, par peine de nullité, ou nonobstant, malgré, toute convention contraire. Ces 2 termes indiquent l'impérative, mais, sauf convention contraire, indiquent la supplétive. Par exemple, Code civil article 1391, ouvrez les guillemets, le régime matrimonial, soit légal, soit conventionnel, prend effet, nonobstant toute convention contraire, à la célébration du mariage, fermez les guillemets. Nonobstant toute convention contraire, donc règle impérative. Deuxième critère, la prévoyance d'une nullité ou d'une sanction pénale par le législateur en cas de violation indique le caractère impératif. Et enfin, dernier critère, l'objet de la règle peut également être un indice. La protection de l'ordre public, des bonnes mœurs ou d'intérêts privés. Confère la distinction règle d'ordre public et règle impératif. Après le caractère obligatoire, passons au caractère coercitif. Le terme coercitif renvoie directement à la notion de sanction. Cette sanction assure l'effectivité de la règle de droit et est susceptible d'être exécutée par la force. Contrainte. Elle vise l'ensemble des conséquences attachées au non-respect d'une règle de droit. Il existe une multitude de sanctions différentes, catégorisées comme suit. Tout d'abord, les sanctions consistant en une exécution forcée. Celle-ci s'effectue en principe en nature, par exemple expulsion d'un squatteur. Et s'il n'est pas possible de le faire en nature, elle se fait en équivalent, et est donc proche d'une réparation, paiement d'une somme d'argent par exemple. Après ça, les sanctions consistant en une répression ou en une réparation. Elles ont pour volonté de punir l'auteur de l'infraction, emprisonnement, pour la répression. Concernant la réparation, il s'agit de remettre les choses dans leur pristin état. La réparation se fait en nature, retour à l'état anté-préjudice des choses, remettre en état comme si les choses que l'on a fait de mal n'ont jamais existé, ou en équivalent, argent. On punit aussi l'auteur qui doit indemniser la victime. Par exemple, un accident de voiture dans lequel on est en tort. On va donc payer les frais de réparation en dédommagement de la victime. Et enfin, les sanctions conduisant à supprimer ou à diminuer l'efficacité d'actes accomplis irrégulièrement. Annulation. Cette présentation recoupe une autre typologie opposant sanctions civiles, pénales, administratives et disciplinaires. On a d'abord le civil, qui est la protection d'intérêts privés,
remettre les choses en l'état, en nature, par équivalent ou annulation. Ensuite, nous avons pénal, qui est la protection de l'intérêt général par répression via punition, dissuasion, etc., privation de liberté, affectation du patrimoine, peine de travail, etc. Nous avons aussi administrative, qui est la protection de l'intérêt général par des amendes de l'autorité administrative. Et enfin, disciplinaire, qui est la protection des principes déontologiques et des intérêts liés à la profession, prise au sein de cette profession. Des ordres juridiques non étatiques peuvent prévoir des sanctions en cas de non-respect de leurs règles. Excommunication dans l'Église catholique. Attention, il est à noter que l'usage de la contrainte légitime physique constitue le monopole de l'État. Exception cependant de la légitime défense. Et c'est tout pour le caractère coercitif, passons au caractère général et abstrait. La règle de droit s'adresse à la généralité des personnes sans considération des cas individuels et sans tolérer ni privilèges ni dispenses, tout en offrant une garantie contre l'arbitraire. Égalité devant la loi est dictée par l'article 10 de la Constitution. Cette règle de droit ayant pour vocation à durer, elle assure donc une certaine sécurité juridique. La règle de droit doit être à la fois générale pour atteindre toutes les circonstances qu'elle entend viser, mais aussi précise pour que l'on sache exactement quand elle doit être appliquée et ce qu'elle impose. Par exemple, Code pénal, article 193. Ouvrez les guillemets, les faux commis en écriture, ouvrez les crochets, en informatique, fermez les crochets, ou dans des dépêches télégraphiques, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sera puni conformément aux articles suivants. Fermez les guillemets. Ici, les crochets montrent que cette règle a été rajoutée au cours du temps. Elle permet d'avoir une sanction même pour ceux qui font des faux commis en informatique. Si parfois elle revêt ce caractère, le caractère général et abstrait vise à imposer aux individus un comportement de base, en notant bien que l'imprécision de la règle incite les individus à la prudence. A contrario, elle peut être également plus précise, soit quant aux hypothèses, soit à la conduite proposée. Après ça, certains juristes estiment que parfois certaines règles sortent de ce caractère, et qu'il existe des règles de droit individuelles s'adressant à une ou plusieurs personnes déterminées ou déterminables à l'avance. Ces règles individuelles s'appliquent une seule fois. Nous avons d'un côté les règles individuelles publiques et de l'autre les règles individuelles privées. Tout d'abord les publiques. Elles sont adoptées par 3 entités. Tout d'abord l'exécutif et les autorités administratives. Ouvrez les guillemets, acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d'une autorité administrative et qui a pour but de produire des effets juridiques à l'égard d'un ou de plusieurs administrés ou d'une autre autorité administrative. Fermez les guillemets. Deuxièmement, le pouvoir judiciaire, dans le cadre des litiges dont il est saisi, et troisièmement, le pouvoir législatif, ce qui est rare. Et ensuite, nous avons les règles individuelles privées. On vise ici les contrats, conventions, conclus entre particuliers. L'article 1134 du Code civil autorise les particuliers à créer des règles juridiques destinées à régir leurs relations individuelles. Le contrat est défini dans l'article 1101 du Code civil comme, ouvrez les guillemets, une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose. Fermez les guillemets. Et c'est la fin pour ces différents caractères de la règle de droit. Passons à la structure de la règle de droit. La norme est construite en 2 temps selon un schéma hypothético-déductif. Par là, on entend un schéma si hypothèse, égale situation ou condition auxquelles la règle va s'appliquer, alors il y a telle solution, dispositif, conséquence juridique donc. Donc, si X, hypothèse, alors Y, solution, dispositif. Par exemple, Code civil, article 1724. Ouvrez les guillemets. Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparation urgente et qui ne puisse être différée jusqu'à sa fin, virgule, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elle lui cause et quoi qu'il soit privé, pendant qu'elles se font d'une partie de la chose louée. Mais, si les réparations durent plus de 40 jours, virgule, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. Point.
Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, virgule, celui-ci pourra faire résilier le bail. Fermez les guillemets. Les conditions de l'hypothèse peuvent être multiples. Premièrement, les circonstances de fait de la nature. Par exemple, pas de mariage avant 18 ans. Deuxièmement, les circonstances de fait de l'homme. Par exemple, homicide commis avec intention de donner la mort est qualifié de meurtre et puni de la réclusion de 20 à 30 ans. Troisièmement, circonstances de déclaration de volonté. Par exemple, pas de mariage si point de consentement. Quatrièmement, circonstances d'état de droit. Par exemple, le mineur est émancipé de plein droit par le mariage. Deux sujets de 17 et 19 ans qui veulent se marier. Le mariage est accepté par le juge. Le mineur est donc émancipé de plein droit par le mariage. Et cinquièmement, circonstances mélangées de faits de droit, où dans les 300 jours qui suivent la dissolution ou l'annulation du mariage, a pour père le mari. Le dispositif ou solution détermine les conséquences juridiques liées à l'hypothèse. Il peut prendre différentes formes. Une obligation de réparer les dommages causés par une faute. Une faculté, désaveu de paternité, action juridique ayant pour objectif de faire entendre qu'un homme n'est pas le père de l'enfant que sa femme vient de mettre au monde. Le désaveu de paternité est fait par l'homme même qui nie être le père. Ou une interdiction de se marier avant 18 ans. Attention, notons toutefois que logiquement, l'hypothèse précède le dispositif, mais il arrive que la structure soit inversée et que le dispositif précède l'hypothèse. Point E. Les personnes. La personne ou sujet de droit désigne le titulaire de droit, subjectif, et d'obligation. La personnalité juridique vise l'aptitude à être titulaire de droit, subjectif, et d'obligation, ou plus simplement d'être un sujet actif, créancier, ou sujet passif, débiteur, de droit. Autem distinguendum, la personne de la chose. Il reste malgré tout des problèmes, comme avec les embryons, les dépouilles mortelles et les animaux. Tout d'abord, penchons-nous sur les catégories de personnes. Concernant le droit international, États et organisations internationales en sont les acteurs. Premièrement, les personnes physiques. Tout être humain est une personne physique et jouit de la personnalité juridique. Abolition de l'esclavage et de la mort civile, égale privation de tous nos droits civils et politiques, en Belgique, confère article 18 de la Constitution. La personnalité juridique est reconnue aux êtres humains dès la naissance seulement s'ils sont nés vivants, donc pas morts-nés ou décédés peu après l'accouchement, et viables. Cette capacité physiologique à survivre est déterminée par les médecins. Par dérogation, un enfant simplement conçu sera déjà réputé né pour accorder certains droits à l'enfant s'il est vivant et viable. Fiction juridique. Le droit prévoit également des préemptions pour déterminer la conception, entre le 300e et le 180e jour avant la naissance. Exemple du décès du père ou de la mère lors d'un décès d'un des deux. Confère les différentes règles, articles 326, 906 et 725 du Code civil. Par exemple, la fiction juridique qui permet, entre autres, à l'enfant qui n'est pas encore né de bénéficier de l'argent et ou des biens que son père/mère décédé lui aura légués dans son testament. Et enfin, la personnalité juridique disparaît au décès de la personne. Plus de droits ou d'obligations. N'étant pas définie juridiquement, la mort est constatée par la cessation irréversible du fonctionnement du cerveau. Après les personnes physiques, passons aux personnes morales. Elles consistent en un groupement de biens et de personnes auxquels le droit objectif attribue une personnalité juridique distincte des membres qui la composent. Une personne morale est un sujet de droit et d'obligation et jouit d'un patrimoine propre. Notez bien, personne, donc anthropomorphisme, et morale, donc caractère immatériel. Une personne morale a besoin du concours de personnes physiques. Les organes sont les personnes ayant la qualité d'agir au nom et pour le compte de la personne morale, dans la limite des pouvoirs conférés. Il existe deux catégories de personnes morales, celles de droit public et celles de droit privé. Tout d'abord celles de droit public. Les personnes morales de droit public sont créées par l'autorité publique et ont pour
objet de contribuer à la conduite et à l'administration de l'État. Nous avons les personnes publiques territoriales, État fédéral, collectivités publiques fédérées et décentralisées dont régions, communautés, provinces, etc. Et nous avons les services publics personnalisés, créés par les personnes publiques territoriales, dont les établissements publics, ONSS, INAMI, CPAS, etc. Les associations de personnes de droit public, intercommunales en charge de la distribution du courant, les entreprises publiques autonomes, SNCB, Belgacom, La Poste, etc., et les groupements professionnels de droit public, Ordre des médecins, Ordre des architectes, Institut des réviseurs d'entreprise, etc. Ces personnes morales de droit public ont en principe vocation à durer. Et ensuite, nous avons les personnes morales de droit privé. Elles sont créées à l'initiative de particuliers et ont, en principe, une vocation plus temporaire. Sa création par des particuliers doit respecter les conditions prévues par le droit objectif pour constituer une personne morale de droit privé et être dotée de la personnalité juridique. Sinon, ils sont appelés groupements de fait, comme certains syndicats. Là, commençons d'abord par la société, qui est un groupement de personnes associées poursuivant un but lucratif par la volonté de réaliser du bénéfice. Selon le CSA, ouvrez les guillemets, les associés font un apport dont l'un des buts est de distribuer ou procurer à ses associés un avantage patrimonial direct ou indirect. Fermez les guillemets. La société doit adopter une des formes déterminées par la loi, SRL, coopérative, SA, SE, etc., et respecter certaines formalités juridiques. Après la société, l'association, qui est un groupement de personnes physiques et ou morales qui mettent en commun connaissances, forces de travail et moyens financiers, et poursuivent une activité à but non lucratif. Un but désintéressé, confère CSA. Et enfin, nous avons la fondation qui est un groupement de biens par le biais duquel une ou plusieurs personnes, morales ou physiques, affectent un ensemble de biens constituant un patrimoine à la réalisation d'un but désintéressé. Par exemple, la Fondation Roi Baudouin. Après les catégories de personnes, passons aux capacités des personnes. Avec la capacité de jouissance et la capacité d'exercice. Tout d'abord la capacité de jouissance. Aptitude du sujet de droit à être titulaire de droits et d'obligations, plus ou moins égale à personnalité juridique. L'étendue de cette capacité de jouissance peut varier d'une personne à une autre. Tout d'abord concernant les personnes physiques. La capacité de jouissance est la règle, mais il subsiste des exceptions rares, liées à une sanction ou à une inaptitude. Exemple de sanction, confiscation du permis de conduire, et exemple d'inaptitude, on ne peut pas voter avant 18 ans. Un mineur est inapte et il n'a pas les capacités nécessaires pour voter. Ensuite, concernant les personnes morales, la capacité de jouissance découlant de la personnalité juridique est permise afin de réaliser un but spécifique. La spécificité justifie donc diverses restrictions. La loi, la nature et le statut. Tout d'abord, la nature de la personne morale. Pas de droit lié à l'état des personnes. Pas de mariage, pas de droit lié à la majorité. Mais de certains droits extra-patrimoniaux, tels que le droit au nom et à l'honneur. Après ça, la loi, concernant des restrictions liées à son cadre légal. L'objet est de faire du bénéfice, pas de faire des donations ou des libéralités, à l'exception d'une promotion commerciale. Et enfin le statut, avec la capacité d'une personne morale qui est limitée par l'objet social, but de la création de ces statuts. Si cet objet social est excédé par les organes dans un acte juridique, cela ne peut ni lier la société ou créer des droits en sa faveur. L'acte accompli par la personne morale, en dehors de sa spécificité, est en principe sanctionné de nullité. Après la capacité de jouissance, la capacité d'exercice. Elle désigne l'aptitude à mettre en œuvre les droits et obligations dont on est titulaire. Les personnes physiques ont pour règle cette capacité d'exercice à la condition qu'elles disposent des facultés mentales ou physiques nécessaires. C'est pourquoi on distingue capacité de jouissance et capacité d'exercice. Les incapacités d'exercice, confère Code civil article 1123, sont inspirées par une idée de protection. Les mineurs d'âge et les personnes protégées ou atteintes d'une infirmité,
donc personnes majeures partiellement ou totalement incapables d'assumer la gestion de leurs biens ou de leur personne. Eh bien, pour ces personnes incapables, il faut l'intervention d'une personne capable à même de suppléer à l'incapacité, donc représentant légal. Code civil, articles 376 et 488 et 488.1. Les personnes morales sont naturellement incapables d'exercer elles-mêmes leurs droits. Elles agissent donc par le biais de personnes physiques, les organes, pour prendre des décisions et les exécuter. Ces organes assument la gestion ainsi que la représentation externe de la personne morale. Exemple d'organes, le conseil d'administration et l'assemblée générale sont les organes d'une société anonyme ou d'une ASBL. Attention, de manière générale, les fautes commises par un organe de la personne morale engagent la responsabilité de l'entité morale, sur base de l'article 1382 du Code civil. Après la capacité des personnes, passons au patrimoine des personnes. Seule une personne, physique ou morale, peut avoir un patrimoine. Exclusion des animaux. Le patrimoine désigne l'ensemble des droits et obligations patrimoniaux d'une personne. Il est composé de droits et d'obligations qui ont tous une valeur pécuniaire. Le patrimoine est indivisible et forme tout un distinct des éléments qui le composent, donc universalité juridique. Par conséquent, il n'est pas possible de fractionner son patrimoine en universalité distincte. On dit qu'il est également inaliénable entre vifs et ne se transmet, dans sa globalité, que pour cause de décès. Le patrimoine présent et à venir est le gage commun des créanciers. Les créanciers peuvent venir se servir dans le patrimoine de la personne. Et le débiteur est tenu sur tous ses biens, mobiliers et immobiliers, présents et à venir, Confer Code civil, titre 18, chapitre 1er, articles 7 et 8. La seule exception à ce principe est constituée par les biens insaisissables comme le coucher, les vêtements, les livres, etc. Et c'est la fin de cette partie 1 du syllabus de fondement du droit privé et public. Je vous retrouve pour la partie 2.